Et je me souviens d'un truc que Froneno dit, et d'ailleurs j'y repense souvent, c'est ça devient jamais plus facile, tu vas juste plus vite. Ouais. Ah, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les 2 semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute! L'épisode que vous allez découvrir vous est proposé grâce à mon partenaire Cyclette. Je suis très heureux d'avoir ce partenaire car je suis un de leurs clients. En effet, vous le savez maintenant, je suis un réel passionné de triathlon et ces derniers temps, je me cherchais un nouveau vélo. Je suis donc tombé sur les vélos reconditionnés par Cyclette et j'ai acheté mon SL6 dont je suis très content. À la suite de cet achat, j'ai beaucoup échangé avec Othman, le cofondateur de Cyclette. Suite à nos échanges passionnés, Cyclette a décidé de m'accompagner sur le podcast. D'ailleurs, à cette occasion, vous pouvez profiter de la livraison gratuite sur l'intégralité du site Cyclette, CIKLET.cc, avec le code triathlon. Hello Arthur, Salut Valentin. tu vas bien ? Ouais, ça va super et toi ? Ouais, merci, ça me fait plaisir de te voir et de te recevoir du coup sur le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Ouais, bien sûr, alors moi c'est Arthur Orso, j'ai 30 ans. Ça c'est marrant, j'arrive toujours pas à m'y faire. C'est récent. Voilà, je suis triathlète professionnel, vraiment à temps plein depuis cette année, Ok. où j'ai mis, comme on dit, all-in. Et voilà, j'habite maintenant du côté de Amélie-les-Bains, c'est proche de Perpignan. Ok. Là, je m'entraîne avec mon coach là-bas, Richard Ledlow et son fils, Sam. Et voilà, depuis le début de l'année, on fait ça là-bas dans notre coin et ça se passe plutôt pas mal pour l'un ou l'autre d'entre nous. Pas en même temps pour le moment, mais on va faire en sorte que ce soit mieux pour ça. J'imagine. Et justement, pour lancer ce podcast, tu dis que cette année, tu es vraiment à fond sur le triathlon. Est-ce que tu peux nous expliquer une journée type de ton quotidien ? C'est quoi une journée avec Arthur excepté aujourd'hui, veille de course, il y a une grosse course week-end, mais en général, une partie entraînement avec toi, ça donne quoi ? Ouais, alors du coup, depuis que je m'entraîne maintenant avec Richard, ça a un petit peu changé du programme que pas mal de skates français font, où ça nage le matin, à peu près tous les jours de la semaine, assez tôt, puis en fin de matinée ça va rouler, et en fin d'après-midi ça court. Nous on a décidé de vraiment déjà attaquer la distance Ironman de plein fer en fait, et du coup de se préparer spécifiquement pour ça. Donc on a le luxe de pouvoir ne s'entraîner que entre guillemets 2 fois par jour, en faisant vraiment du spécifique. Du coup moi tripler vraiment ça m'arrive très rarement. Ok. Et du coup c'est vraiment 2 disciplines à chaque fois, et puis bon tu vois à vélo ça prend vite du temps, surtout quand tu prépares de l'Ironman. Je pense que je suis au moins 4 heures ou plus sur le vélo 3-4 fois par semaine en fait. Ok. Et du coup avec ça il y a une séance à pied en fin de journée, ou une séance natation qui a été faite avant en fait. Et du coup la journée type ouais c'est vraiment ça. On va dire que tout tourne un peu autour du vélo, et en fonction Ok. on ajuste, non c'est même pas qu'on ajuste, c'est que y a une séance à pied en fonction de ce qui a été fait à vélo, ou vice versa. Le jour où je roule pas, il va y avoir une grosse séance natation, une grosse séance à pied, Ok. et voilà, ça s'enchaîne comme ça. Ouais, donc en gros, ça te fait 6 vélos dans la semaine, 3-4 nats, 3-4 courses à pied, quoi. Ouais, ça fait 5-6 vélos. Il y a pas mal de home trainers aussi, du coup tu vois par exemple les jours où c'est home trainer on a nagé, Ok. et inversement les jours où on roule long, on va aussi faire une bonne séance à pied. C'est pas une règle d'or, mais en Ouais. tout cas en période hivernale ça se passe beaucoup comme ça. Et on maintient 4 natations et bien 4 courses à pied, des fois plus. Et pareil, on fait des petites semaines à thème de temps en temps, parce que ça fait pas de mal. Mais non, grossièrement c'est ça, c'est 2 entraînements par jour. On compte nos heures entre guillemets. Ok. Il y a vraiment peu de volume poubelle, comme on peut dire, quoi. Et c'est vraiment quasiment de la qualité en fait chaque jour, quoi.
Ok. Et est-ce que toi, tu fais un jour off dans la semaine ou pas du tout? Non, à vrai dire, non, pas de jour off. À moins que je sois malade ou quelque chose comme ça, mais non, ça arrive vraiment pas. Parce que c'est pas que j'y crois pas ou quoi, hein, ça peut faire du bien, surtout mentalement, en fait, ça dépend de la routine qu'on a. Mais moi, dans ma routine, déjà, je trouve que de s'entraîner que 2 fois, ça laisse vraiment du temps pour faire autre chose, en fait. Ouais. Alors que quand tu triples tout le temps, je pense que le jour off, t'en as besoin parce que t'es fonctionnaire, quoi, de 7h du matin à 18h, 18h30 le soir, tu t'entraînes. Et là, on peut varier, par exemple, on prend des fois que des demi-journées, tu vois. Ok. Et ça laisse une demi-journée pour faire vraiment autre chose. Les papiers, par exemple. Ouais. Moi, j'ai mon lundi papier, c'est mon lundi papier. Tu vois. Et voilà, lui, je sais qu'il est là. Et parce que j'ai la possibilité d'avoir une demi-journée un peu tranquille ce jour-là, du coup, j'en profite comme ça, quoi. Est-ce que ça, c'est toujours quelque chose que tu as mis en place ou justement ça évolue avec le nouveau coaching Est-ce qu'avant tu triplais beaucoup plus parce que là, on voit que dans ta vision, et c'est bien, ça veut dire que c'est fluide avec ton entraîneur, mais là, tu es persuadé que c'est la bonne façon de procéder. Est-ce qu'avant, tu as eu une autre façon et est-ce que tu en étais persuadé aussi? Ouais, non. Concrètement, étant donné que je suis passé par la case courte distance, je me suis entraîné un petit peu comme ça avec les athlètes, surtout les coachs qui proposaient des méthodes plus adaptées, mais du coup à la courte distance. Et moi, j'y croyais aussi à l'époque. Hein, je vais pas refaire le monde, mais globalement, moi, j'ai vécu une dizaine d'années à Montpellier avant de partir. Et à Montpellier, j'ai passé au moins la moitié du temps à me préparer pour des D1 ou des D2, où j'ai même été m'aventurer sur des Coupes d'Europe, des trucs comme ça. Et c'est vrai que là-bas, c'était du lundi au vendredi, 6h30 ou 7h dans l'eau. Un jour sur 2, au moins ça triplait, où on partait rouler à, je sais pas, 11h, de 11h à 13h, 14h. On était sur le vélo, et le soir, 17h, 18h30, bam, c'était course à pied. Et ça se répétait beaucoup dans la semaine. Comme je te le disais, au moins 4 fois, ça se répétait dans la semaine. Ok. Donc pendant 4 jours de la semaine, tu fais que ça de ta journée parce que concrètement, déjà quand tu t'es levé tôt comme ça, tu es vraiment en déficit de sommeil. Ouais. Et tu attaques par une grosse séance de natation. Ça te met pas dans des conditions optimales pour vraiment apprécier ta journée, pour être honnête. Mais un peu là, justement, je trouve ça un peu... c'est intéressant, mais c'est un peu contre-intuitif dans le sens où là, on voit que tu t'entraînes vraiment pour du full, donc une distance qui est quand même longue et intense malgré tout. Alors qu'avant, tu t'entraînais pour du court et l'entraînement avait l'air un peu plus dur, un peu plus long et tu trouvais moins de temps pour toi. Donc c'est vrai que c'est paradoxal, mais par contre, on voit que là, la base de ton entraînement, c'est quand même le vélo et tu viens équilibrer un petit peu autour, quoi. Ouais, c'est ça concrètement. Alors que là-bas, à l'époque, c'était vraiment l'inverse. Par exemple, moi, je suis pas nageur à la base, du coup, je passais beaucoup de temps dans les bassins. Et on courait beaucoup parce que c'était pas que j'en avais forcément besoin, mais parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. C'était comme ça qu'un Grand Prix ça se gagnait en course à pied. Alors il fallait beaucoup courir et on comptait les heures, on comptait les kilomètres, on comptait tout. On était vraiment dans une routine, enfin un mode de pensée auquel je crois plus du tout, tu vois. Ok. C'était vraiment à celui qui faisait la plus belle semaine, la plus grosse semaine, le plus d'heures, le plus de semaines consécutives à s'entraîner dur et beaucoup. Ouais. Alors que ça veut tout à rien dire en fait. Clairement. On remplissait des carnets d'entraînement grossièrement. Okay. Et c'était joli à la fin de la semaine quand tu avais bien rempli ton carnet d'entraînement. Tu avais ce petit sentiment de satisfaction du ah putain, j'ai fait une belle semaine. Regarde tous les jours, ça fait 5-6 heures de moyenne par jour. Ça faisait des semaines pas possibles. Et de toute façon, moi j'ai jamais réussi à passer un hiver complet. Hein. Je sais qu'il y a des gars qui y arrivent, moi ça marchait pas. Et je me demande encore comment ils font aujourd'hui. Mais c'est trop en fait, c'est trop dur, il n'y a pas vraiment de contrôle des intensités comme je peux avoir aujourd'hui. Ouais. Genre en fait j'avais du jus, j'avais de l'énergie, je la mettais à l'entraînement. Okay. J'avais plus d'énergie, j'allais quand même m'entraîner, mais par exemple je faisais pas la séance, on faisait beaucoup d'aéro. Et au final c'est dingue parce que je faisais du court distance et je passais au moins, 80% du temps à faire facile, enfin de la zone 1 quoi. Alors que maintenant je prépare de l'Ironman et j'en fais quasiment plus. Ah ouais. Donc tu vois, c'est vraiment paradoxal quoi. Ok, en tout cas c'est super intéressant et justement tu avais un peu du mal à le dire et justement tu dis que tu t'habitues pas à ça mais désormais tu as 30 ans.
Mais Arthur Orso petit, c'était quoi? T'as toujours fait du triathlon? T'as toujours eu cette volonté d'être là aujourd'hui, d'atteindre le haut niveau? Ou alors ça s'est fait petit à petit et tu faisais un autre sport? Comment ça se passe? Emmène-nous dans ton enfance. Alors, du coup, je suis né un mercredi 5 mai C'est beau. À quelle heure? à 6h30. Nickel. Apparemment, ma mère était rentrée à la maternité en début de soirée. Donc, ça a été une nuit compliquée pour elle, je m'en excuse. J'imagine. Ouais. Mais non, moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai eu des licences dans à peu près chaque fédération française qui existe tous les ans. En fait, je faisais un sport une année et puis au final, ça me plaisait pas. Du coup, je faisais un autre sport. Donc vraiment, j'ai un peu tout fait. En tout cas, tous les types de sports, sport collectif, sport de combat, en confrontation individuelle ou en équipe, ce genre de trucs. Et j'ai commencé à me trouver à l'adolescence en fait, où je me suis enfin mis à faire des sports d'endurance. Ok. Et voilà, j'ai commencé par faire du canoë-kayak. Ça m'a beaucoup plu à l'époque, je me souviens. Seul bémol, le truc que j'aimais pas trop, c'était être dans la rivière en hiver. Franchement, ça, je comprenais pas trop l'intérêt, quoi, ça caille. Et non, plus sérieusement, parallèlement à ça, je faisais du BMX à l'époque, et puis j'ai eu une assez vilaine chute qui m'a vraiment refroidi là-dessus. Et ça m'a arrêté pendant longtemps de toute activité physique. Et en reprenant, on avait déménagé un petit peu à la campagne avec mes parents, et je me suis mis à faire du VTT, d'abord un peu tout seul comme ça pour m'occuper, parce que franchement j'avais pas grand chose à faire. Ouais. Et ça me plaisait beaucoup. Et puis après je me souviens, on a fait une rando VTT avec mon père dans des bois vraiment à côté de chez moi, là en Charente-Maritime, pas loin de Royan, et on s'était régalé en fait, parce que c'était des sous-bois vraiment techniques. Y avait à la fois le plaisir de l'effort et le plaisir, tu vois, de prendre des courbes un peu rapidement dans des chemins super étroits. Et moi, ça, j'ai mordu de suite. Et du coup, voilà, c'est parti de là. En fait, à 12 ans, j'ai fait ça. Et peut-être 2-3 années après, avec un partenaire de mon club, on a fait un raid aventure. Donc, c'était canoë-kayak, VTT et course à pied. La base. En fait, c'est parti de là. Hein. Du coup, je me suis préparé pour ça, mais bon, tout seul, vraiment à l'arrache. Je me souviens, je récupérais des programmes de course à pied où on pouvait mettre des playlists de musique en même temps, et le coach donnait la séance. Incroyable. Je mettais ça dans à l'époque, ah oui, j'ai vraiment 30 ans, dans mon lecteur MP3. Et t'étais mort s'il avait plus de batterie, si t'avais pas mis la carte SD. Exactement. Le nombre de paires d'oreillettes que j'ai tué avec la sueur aussi, c'était dingue. Mais du coup, je me suis préparé comme ça pour ça, et puis en fait j'ai adoré. C'était en binôme, c'était vraiment tu vois, un petit peu à l'image du swimrun aujourd'hui. Ouais. Ça se faisait à peu près pareil. Et puis on a remporté l'épreuve, et alors que on avait dû tricher pour ma catégorie parce que j'étais trop jeune, un truc comme ça, quoi. Et du coup, j'avais pris pas mal de plaisir déjà à enchaîner les efforts, et puis j'avais goûté à la victoire, et puis je trouvais ça plutôt cool, tu vois. Et en fait, c'est vraiment parti de là, parce qu'on avait dû faire le raid pendant le printemps, genre en avril-mai, et ce même collègue qui m'a donné l'idée de faire ce raid, il m'a dit: ah tiens, regarde, il y a un triathlon là à Royan en septembre, viens, on le fait, quoi. Et du coup, rebelote, après avoir appris à courir, enfin on n'apprend pas vraiment à courir, après m'être mis à la course à pied, en fait, je me suis mis à nager. Donc là, j'ai vraiment appris à nager pour le coup. Et, on apprend là. Et du coup, j'ai passé l'été à prendre des petites leçons, à aller m'entraîner plus ou moins tout seul aussi. Et en septembre, j'ai fait mon premier, ça devait être un XS. Ok. Du coup, à 15 ans, donc je sais plus, j'étais minime, j'avais pas le droit de faire un S. Et du coup, j'ai fait le XS de Royan, qui était organisé par Stéphane Garcia, bien connu du monde du triathlétique. Et je me souviens d'ailleurs que je lui ai vomi sur les chaussures à l'arrivée. On adore. Il s'en souvient pas, mais c'est pas, si, je l'ai déjà rappelé. Il était horrible ce triathlon, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on courait, du coup, le parcours à pied devait faire 2,5 km, donc on faisait 1250 mètres. T'es en train de trouver une excuse pour avoir vomi sur les pieds de Stéphane Garcia, c'est ça? Non, j'explique, je remets dans le contexte parce que c'est important. Il avait des belles chaussures. Et un de ces cas, je lui rendrai l'appareil, je lui offrirai une paire, je promets. Si jamais un sponsor running m'écoute, envoyez une paire à Stéphane Garcia et je signe avec vous.
Non, ouais, du coup, on était 1250 mètres sur le remblai et 1250 mètres dans le sable, Ah ouais. dans le sable mou, hein, dans le sable, tu sais, vraiment du bord, Ouais. bord de remblai. Et c'était horrible. Et là, je vois un autre minime, un garçon qui va avoir plus ou moins mon âge devant moi. Forcément, du coup, je fais le sprint. Ok. Et ouais, la nutrition, c'était n'importe quoi. J'avais dû prendre un gel coup de fouet juste avant. Je sais pas si vous avez souvenir de ces gels, mais moi, c'est jamais passé. Et là, pour le coup, il est passé littéralement sur les chaussures de Stéphane. Incroyable. Et comment t'expliques justement que, donc aujourd'hui, on a bien compris, tu commences le triathlon à peu près à 15 ans, et aujourd'hui, tu as accroché et on va voir un petit peu l'évolution. Mais comment t'expliques que justement cette licence de triathlon, tu l'as pas pris qu'un an, comme les autres sports, et que t'as accroché beaucoup plus et beaucoup plus vite? Alors, comment j'explique? Alors déjà, en fait, il faut savoir que j'ai pas pris la licence triathlon l'année qui a suivi. C'est pour ça en fait. C'est peut-être pour ça. Parce que j'avais pas la possibilité, en fait, à Royan, il n'y avait pas de club à proprement parler. Il y avait un club adulte, en fait, mais vu qu'ils n'avaient pas d'encadrant, ils pouvaient pas prendre en charge du public mineur. Du coup, j'étais en seconde, j'entrais en seconde à Royan et j'ai pris une licence dans le club de natation. Ok. Et à côté, je faisais mon petit truc. Et ouais, ça me paraissait assez naturel à l'époque de faire ça comme ça. J'allais nager, je me souviens, après les cours. Et quand j'avais l'occasion, je mettais le running, j'allais courir ou j'allais rouler au moins le mercredi et le week-end en VTT, toujours à l'époque. Et petit à petit, en fait, je me suis pris au jeu, je m'entraînais un peu plus, j'essayais de le faire de plus en plus sérieusement. Mais ça restait quand même très loisir parce que déjà, j'avais que 3 entraînements de natation dans la semaine. Ouais. Et je me souviens, vu que j'étais très mauvais nageur, j'étais avec le groupe, je pense des 10-12 ans, quelque chose comme ça. Donc en plus de ça, je prenais pas un plaisir fou parce que quand tu vas à l'entraînement avec des enfants vraiment, avec toi tu viens d'entrer au lycée, c'est un peu usant quoi. Et j'avais pas l'impression de progresser de dingue parce que c'était plus de l'animation que de l'entraînement. Ok. Et je me souviens, il y avait le groupe entraînement à côté qui s'entraînait et ça nageait fort et tout. Parce qu'il y avait un super coach de natation à Royan à l'époque, Michel Herté. Et vraiment, lui, en fait, ses filles en fait, a font du haut niveau en natation, a font du championnat de France N1, tout ça. Et à nager avec lui, du coup, il les encadrait, il avait créé toute une section. Et j'avais pas le droit d'y aller. Du coup, ça me mettait un peu la rage, surtout en fin d'année où c'était vraiment plus que des jeux. C'était genre le ciel dans la piscine et il s'entraînait et moi je voulais m'entraîner quoi. Voilà, Ouais. j'avais quand même déjà cet esprit de compétition et je pouvais pas le faire. Du coup, l'année suivante, étant donné qu'à Royan je pouvais toujours pas être encadré, j'ai décidé d'aller en sport-études entre guillemets à Parthenay au TCG 79 parce que eux ils avaient cette structure et ces encadrants pour m'accueillir. C'était pas à côté de chez moi, mais ça restait dans la région, donc c'était quand même jouable. Et puis le lycée avait des super résultats au bac, donc ça j'ai réussi à bien le vendre à mes parents. Malin. Après, fallait vendre Parthenay quand même, fallait être courageux. Ouais, et moi je m'en rendais pas compte à l'époque. Non, Parce que là, c'était pire que le kayak l'hiver. Hein. L'hiver là-bas, ça doit être l'hiver le plus rude que j'ai passé en termes de température. Mais après, c'est 2 super années quand même, moi, dans ma mémoire. Humainement, les contacts que j'ai pu avoir là-bas, c'était top. Le lycée, c'était sympa aussi. Et voilà, je faisais ce qui me plaisait. J'étais en sport-études. Et vraiment, ouais, moi, ça a commencé sérieusement l'entraînement de manière cadrée et compétitive. Mais justement, qu'est-ce qui t'anime là-dedans ? Pourquoi tu vas en sport-études ? Pourquoi d'un coup tu te dis... Parce que c'est quand même assez rigolo de voir que tu changes de licence tout le temps, tu tentes tous les sports. Là, tu te mets au triathlon, tu prends pas la licence. 1 an après, en fait, tu prends une licence et boum, tu vas en sport-études. Qu'est-ce qui t'anime ? T'as aimé voir cette progression physique au fur et à mesure des entraînements ? Tu voulais justement être comme les autres de la ligne d'à côté ? Tu voulais performer ? Tu voulais gagner ? Qu'est-ce qui t'a dirigé vers ce choix-là ? Ouais, c'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai jamais cherché à répondre, mais je sais pas, c'était vraiment naturel pour moi de me dire essayer de trouver ce qu'il y a de mieux à faire dans les possibilités que tu as qui s'offrent à toi. Et même mon père, en fait, il m'encourageait vraiment à suivre cette voie, en fait, parce qu'il voyait que ça me plaisait et qu'il voulait pas que j'ai des regrets plus tard. Et même s'il me l'a jamais dit directement, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis même, pour le coup, pendant 2 ans, c'est lui qui m'emmenait au lycée le lundi matin. On partait à 6h du mat pour que je sois à l'heure. Parce qu'il y avait quand même je crois 1h40 de voiture, quelque chose comme ça. Et du coup,
je peux le remercier aujourd'hui, publiquement. C'est beau. Merci papa, c'est fait. Et ouais, c'est la compétition, hein. Enfin, c'est vraiment ce qui m'animait finalement de mettre un dossard. Ça a été une petite révélation pour moi parce que en sport co, déjà j'étais pas doué. On va être honnête. Hein. J'étais pas doué et puis finalement, quand je fais une bonne passe et que le gars après perdait la balle, je me souviens, ça me rendait fou ce truc. Ou en confrontation directe, c'était d'autres aspects, mais j'ai fait pas mal de tennis et de squash. Et je sais pas, ça m'allait pas. Enfin, en fait, je m'énervais trop. C'était aussi simple que ça. Et du coup, là, je me souviens que je me disais, bon, là, tu peux vraiment t'en prendre qu'à toi-même. Ouais. C'est ta préparation et c'est toi qui gères ta course, même s'il y a des faits de course dans un sport comme le skiathlon, surtout sur longue distance, tu peux vraiment faire ta propre course, gérer tes allures, et c'est ce qui va avoir l'impact le plus direct sur ton résultat. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce sport en fait. Et parce que je fais du VTT, tu vas me dire. Ouais. Mais en fait, il y avait peu de compétition dans ma région à l'époque, et du coup, je faisais beaucoup de soit des randos, soit je m'entraînais tout seul en fait, beaucoup aussi. J'avais pas de coach à proprement parler. Pareil, parce qu'en fait, j'étais dans un club adulte et il n'y avait pas d'encadrant. C'était quelque chose qui m'a sûrement manqué à cette époque, mais en fait, je l'ai retrouvé autrement après, quoi. Ok. Et quand tu arrives en sport-études, justement, t'as quoi comme vision du triathlon, de faire ce plaisir-là et de vouloir performer un petit peu plus, de rester sur le court, de tout de suite aller sur le long? Quelle était ta vision du triathlon et comment ça a évolué? Parce que là, tu nous as dit que tu voulais vraiment faire une saison full Ironman. C'était comment du coup avant pour toi? Alors avant déjà, l'Ironman, ça me paraissait vraiment injouable, impossible, tout ce que tu veux, mais j'avais beaucoup de respect pour ceux qui le terminaient. Et du coup, en fait, moi j'arrive à Parthenay et eux, ils étaient en division 1, chez les filles et chez les garçons, à très haut niveau. Les filles, elles avaient remporté le championnat plusieurs années de suite, il me semble, quelque chose comme ça. Les garçons étaient performants aussi. Et il y avait beaucoup de jeunes en fait. Franchement, c'était une super époque à Parthenay pour ça. C'est que sur les championnats de France jeunes, on arrivait à, je sais pas, une trentaine peut-être, peut-être même plus. Je me souviens plus exactement, mais du coup, dans ce lycée, en fait, je me suis retrouvé d'un coup avec plein de triathlètes de mon âge, chose que j'avais absolument pas à Royan en fait. Et du coup, vu que tout le monde préparait les championnats de France jeunes ou aspirait à faire de l'AD1, parce que à Parthenay, quand tu étais au club, ton rêve c'était d'aller faire l'AD1 avec les grands, entre guillemets, quoi. Et du coup, moi je me suis pris au jeu, même si mes temps en natation ils permettaient pas du tout de le faire, quoi. J'ai souvenir, on devait faire des classes tri, ça existe toujours, hein, mais je me souviens. Et j'avais fait, en m'entraînant du coup mon premier hiver sérieusement avec eux, j'avais réussi à faire 5,20 ou 400, et je me souviens, j'étais super content. Mais 5,20 ou 400, sur courte distance, tu n'existes même pas, c'est injouable enfin, tu vas sortir dernier, ça c'est assuré. Et surtout, tu vas pas prendre de plaisir du tout sur ta course parce que t'es pas dans un pack, t'as beau être super fort à vélo, ça rentre pas forcément. Du coup, c'était quand même mitigé parce que je faisais des courses où je sortais loin, je rentrais, j'arrivais quand même à me qualifier aux France Jeunes. Ouais. Et mes résultats n'étaient pas du tout à la hauteur de mes, pas de mes espérances, mais moi j'avais forcément envie d'être de gagner les courses, tu vois, normal quand t'es compétiteur. Mais bon, j'étais à des années-lumière de le faire. Mais vu que j'étais dans le moule, en fait, je me disais, laisse le temps au temps, continue de travailler, et puis ça va le faire. Et puis c'est comme ça que j'ai passé mes années à Parthenay. Et comment tu réagis face à ça? Tu te dis, je vais mettre tous les efforts sur la natation, ou justement tu te dis, le long c'est plus intéressant et je le vois déjà venir dans 2 ans. Comment tu fais là quand tu vis tout ça? Alors il faut savoir que à l'époque, je faisais peu de triathlon sans drafting. Et j'ai découvert cet effort qui était complètement différent et qui m'allait bien parce que je venais du VTT, j'avais quand même des bonnes qualités de rouleur. Et j'ai découvert ça sur un duathlon et je me souviens, je pouvais pas courir à l'époque, donc on l'avait fait en relais, donc c'est un peu de la triche, hein, mais j'avais pas pu courir et du coup j'avais juste fait le TT et j'avais fait le meilleur temps en vélo, enfin je m'étais éclaté, j'avais roulé comme jamais, tu vois, c'était un effort auquel j'avais jamais été vraiment confronté. Okay. Finalement, ça m'allait bien parce que faire 20 minutes à fond,
Quand tu fais du VTT, ouais, c'est vraiment que ça, quoi. Et en VTT, c'est des portions techniques à fond que tu répètes plusieurs fois, mais au final, des très bons VTTistes doivent faire des super rouleurs de chrono et vice versa, je pense. Et du coup, je commençais à découvrir ça et je me dis, ah, bien, c'est pas mal. Du coup, forcément, je vois le long au loin qui m'appelle parce que vélo de chrono et la natation, c'est moins important, en tout cas pour ton résultat final. Mais malgré tout, après le bac, en fait, j'ai complètement changé d'horizon. Je suis allé m'installer à Montpellier. Ok. Parce que ça me plaisait bien. Tout simplement. Tout simplement. Après avoir fait 2 hivers à Parthenay, je peux te dire que je m'étais dit plus jamais. T'as regardé la météo pendant un an, tu t'es dit où est-ce que je peux aller? Exactement, où est-ce qu'il fait beau, on peut faire des études et le temps et la vie est sympa. Ok. Ouais, non, après plus sérieusement, j'avais une tante qui habitait à Montpellier et j'y étais déjà allé quelques fois et ça me plaisait beaucoup. Mais là, je m'étais dit, bon, j'ai le choix, autant me faire un peu plaisir. Hein. Et du coup, j'ai rejoint Montpellier et je suis arrivé. Et là, je pense que j'ai eu un peu de chance. C'est que je suis arrivé, il venait d'y avoir une équipe qui s'était montée l'année d'avant avec des garçons qui ont fait monter la D3 à la D2. Okay. Et du coup, il y a tout un collectif qui s'est organisé justement pour ce championnat de France de D2 que j'ai pu intégrer directement en arrivant. Et mais en fait, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai rejoint du coup, un team, des entraînements beaucoup plus conséquents et structurés que je pouvais faire à l'époque en sport-études, parce qu'on était très limité sur le nombre d'heures. Donc je suis passé de peut-être 7-8 heures par semaine à 15-20 heures d'un coup ma première année. Mais ça m'allait bien, parce que du coup je faisais mes études. Enfin, en fait, j'étais maître d'organiser mon temps comme je voulais. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours plu. Et du coup, je m'étais mis sans me l'avouer, mais en gros, je faisais passer le triathlon d'abord et ensuite les études. Et tu vois, par exemple, j'étais à la fac, donc j'allais pas forcément à tous les cours. Et en fait, s'il y avait entraînement pendant un cours, c'était clairement l'entraînement là où j'allais. Et après, à la période des examens, forcément, moi, je me mettais à charbonner un petit peu pour valider mon semestre. Okay. Mais du coup, pendant bien 3 ans, pendant les années de ma licence, en fait, j'ai fait comme ça. Je me suis entraîné un peu plus tous les ans, jusqu'à arriver, je sais plus trop, en 2014-2015, à avoir un niveau qui était relativement costaud, qui me permettait de faire des top 10 en D2 par exemple. Okay. Sachant que je nageais toujours pas assez pour sortir dans l'échappée, du coup en revenant de derrière. Et du coup, et en me mettant à faire en fait mes premiers EMS en drafting sur lesquels je commençais à bien m'exprimer parce que j'avais assez de caisse pour faire des efforts qui commençaient à durer plus qu'un S. Et surtout, me retrouver 1 heure sur un vélo de chrono, ça me permettait de revenir très souvent sur la tête de course et du coup, c'était vraiment plus sympa pour moi, quoi. Ouais, donc on voit qu'il y a quand même eu une évolution et ce qui te lead depuis le début, c'est la performance, mais c'est surtout, si j'ai bien compris, la compétition. Et du coup, c'est un peu tes résultats qui ont induit la suite parce que donc là, tu fais pas mal de M sans drafting et tu bascules quand sur le 70-3 ? Ça me prend encore quelques années parce que le mat, on avait fait monter l'équipe en D1. Du coup, forcément, la D1, moi, ça m'intéressait d'y être performant et je voulais tout mettre en place pour. Et du coup, à cette époque-là, j'avais tenté les choses en natation, à nager beaucoup. Ça me fait peur, ce beaucoup. Ah ouais, non, j'ai fait un hiver où, même si c'était pas régulier tout l'hiver, mais je suis bien monté à 35-40 bandes par semaine. Ok. À faire du bi-quotidien, entre 2 et 3 fois semaine, en natation. Et je m'étais dit, bon, de toute façon, c'est maintenant que jamais, tente le tout pour le tout. J'avais même réfléchi à complètement arrêter le triathlon, à faire que la natation pendant 1 an, et revenir après. Et je l'ai pas fait. Mais t'as vu. Mais j'y ai réfléchi. Non, je le dis parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Mais t'as vu une évolution à nager autant de bandes semaine? Est-ce que tu t'es vu progresser ou alors en fait t'arrives à une butée parce qu'il y a la partie technique, il y a une partie physique? Quel a été l'impact de ça? Si les auditeurs par exemple ils ont aussi cette envie et ils ont aussi ce souci sur la partie natation. Alors moi je vous dis allez-y. Ok. Non, pas du tout.
Non, allez-y si vous avez la chance d'être bien encadré. Parce que, comme tu le dis, c'est super technique et nager plus en le faisant mal, ça va arriver à un niveau buté. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Ok. Même si finalement, cette saison, ça restait une de mes plus belles saisons en natation parce que j'avais la caisse. Forcément, avoir la caisse, du coup, c'est bien. Ça me faisait pas forcément nager plus vite, mais par contre, ça me faisait sortir frais. Ouais. Donc ça a quand même eu un intérêt, mais foncièrement, j'ai pas progressé en natation. Et surtout, le truc, c'est que dès que tu arrêtes de nager beaucoup, tu perds ta caisse en fait. Et du coup, si t'as pas progressé techniquement, bah, tu reviens au point de départ. Enfin, franchement, non, moi, ça m'a servi à rien. Parce que je l'ai pas fait dans les meilleures conditions. Mais ça peut être utile de le faire en étant vraiment bien encadré, en étant conscient de ce qu'on fait, en prenant le temps vraiment de décomposer qu'est-ce qui fait qu'on est performant en natation. Et moi, ça, je l'ai pas fait à l'époque. Moi, je m'étais juste dit, nage plus. Ouais. Alors que, en fait, c'est pas que nager plus, c'est surtout nager mieux et tu vois, travailler beaucoup. C'est, par exemple, la mobilité des épaules, tout ça. Ok. Moi, j'étais super raide parce que déjà, c'est mon morphotype, entre guillemets, mais je suis né raide. Et puis avec les sports que j'ai pratiqués, le canoë-kayak par exemple, ça m'a un peu verrouillé la chaîne des épaules, tu vois, dans un mouvement spécifique au kayak, mais quasiment opposé à ce qu'il faut faire en natation. Ouais. Et ça, je l'ai pas pris en compte, alors qu'aujourd'hui, je me dis, s'il fallait que je le refasse, je le referais, je pense. Ok. Parce qu'à cette époque-là, en tout cas, c'était comme ça que dans ma tête, je réfléchissais. Mais je le ferais vraiment, vraiment différemment. Ouais. Ok. Parce que justement, tu parles de mobilité d'épaule, donc ça c'est vraiment la partie annexe à la natation, mais tu vois vraiment un impact sur ce travail de mobilité, sur tes entraînements et sur ta performance derrière. Ouais, aujourd'hui je nage beaucoup moins que... Okay. En tout cas, j'y vais beaucoup moins m'entraîner à la piscine que à cette époque. Okay. Mais étant donné que j'ai eu des soucis, j'ai eu pas mal de blessures, j'ai surtout une vilaine blessure en 2021, pardon. Au niveau du dos, la région lombaire, et j'ai commencé à intégrer du coup un travail de mobilité vraiment à cette époque, et du coup forcément ça a passé aussi par travailler la mobilité des épaules, et j'ai senti des gains en natation quasiment direct en fait. Ok. Et justement, pour nos auditeurs, qu'est-ce qui t'est arrivé en 2021 et comment t'as réagi face à ça? Alors ouais, 2021, j'ai eu une discopathie multi-étagée, c'est-à-dire que j'avais 3 hernies au niveau lombaire sur les derniers disques lombaires, et du coup la dernière hernie elle a carrément fissuré le disque en fait, ce qui m'a provoqué pas mal de soucis. Le jour où c'est arrivé, je pouvais plus bouger. Vraiment tirer l'hermine dans le dîner de con. Tout le monde a la référence. Voilà, c'était moi allongé sur le canapé et à vraiment rien faire, et puis des douleurs. C'est des douleurs, c'est nerveux en fait, ça touche le système nerveux, du coup c'est super intense, ça fatigue d'un coup, on est à deux doigts de pleurer pour rien du tout dès qu'on bouge, tellement ça tire. Et là du coup je me suis retrouvé bien embêté, et ça m'a pris le temps de comprendre qu'est-ce que j'avais vraiment, de le traiter. Ça m'a pris au moins 6 mois en fait, du début de l'année 2021 à juin-juillet, où j'ai commencé à me rentraîner sérieusement en fait. Pour traiter la douleur, la soigner et faire en sorte qu'elle revienne pas, ou alors le moins possible quoi. Ok, justement, parce que c'est quand même du coup assez récent comme blessure. Avec du recul, comment tu l'expliques cette douleur, et ce qui peut être intéressant, c'est comment tu l'as soignée du coup? Ouais, alors du coup je pense que c'est la conséquence de pas mal d'années à s'entraîner beaucoup sans justement chercher à travailler ma mobilité vraiment. En fait, d'année en année, je pense que déjà je partais d'un modèle assez raide, et avec l'entraînement, la charge, comme je le disais plus tôt, on remplissait des cas d'entraînement, donc on en faisait des heures, et on prenait soin de pas grand chose à côté. Enfin vraiment, c'était à qui s'entraîne le plus et pas le mieux. Et du coup je me suis raidi, j'ai créé des genres de pathologies en fait, à répéter un mouvement d'une mauvaise manière en fait. Mais tu vois, j'ai usé des parties de mon corps qui auraient normalement pas dû s'user de cette manière. Et du coup mon dos, je pense qu'il a beaucoup il a compensé tout ce qu'il a pu, jusqu'à ce que comme j'expliquais, une fois que la hernie elle est engagée, soit ça fait pas grand chose parce qu'on fait en sorte ou alors on a une routine de vie qui fait que dans tous les cas ça se compense, parce qu'un disque en fait, vraiment ça vit.
Et moi, en fait, j'ai tellement usé le truc qu'il a fissuré. Et du coup, moi, je l'explique. Déjà, je l'explique comme ça. Et ce que j'ai mis en place, c'est vraiment travailler vraiment ma mobilité lombaire Ok. et générale pour que ça ne revienne pas. Parce que dans mon cas, j'avais des hanches super, super raides. Et en fait, j'avais ce qu'on appelle en anglais un anterior pelvic tilt. C'est en fait le bassin qui, en fait, à force d'avoir des fléchisseurs de hanches très raides et des ischios très raides aussi, où le bassin vraiment il se met en rétroversion vraiment, Ok. quelque part comme. Je te le montre. Ouais. Et il y aura la vidéo pour les auditeurs qui voudront voir ça. Et en fait, du coup, on se retrouve à avoir une posture vraiment, vraiment en fait, le ventre sorti Ok. et le dos courbé. Et en fait, toute la région derrière, elle encaisse jusqu'à ce que ça casse. Hein, et moi, ça a clairement cassé, quoi. Mais comment tu réagis face à ça? Parce que ton objectif, c'est encore plus en 2021 plutôt qu'en 2010. Ouais. C'est vraiment de performer. Et je sais pas, là, tu as l'air d'avoir bien compris, d'avoir bien soigné ça, mais est-ce que quand tu es allongé sur ton lit et que tu mets en place les soins et que tu vas voir différents médecins, tout le monde te dit en fait, il faut faire de la mobilité, et du coup, tu te dis, c'est bon, dans 6 mois, je suis reparti, ils m'ont expliqué ce qu'il fallait et let's go. Ou alors c'est un long fleuve et c'est compliqué. Non, très honnêtement, c'est une période très compliquée. Déjà, on sortait du Covid et j'avais pas couru de 2020 et j'avais à cœur de bien faire les choses en 2021. Et du coup, ça m'a forcé à me remettre en question sur pas mal de choses. Bon, déjà, je suis allé voir beaucoup de médecins et j'ai eu de tous les avis. C'est pas grand chose, ça va passer, pour une carrière professionnelle, c'est mort, t'auras toujours mal au dos. Ouais. Du coup, assez compliqué, mais bon, après moi, je suis une nature relativement optimiste où je me disais, bon, de toute façon, si c'est venu, ça peut repartir. Ouais. Je voyais ça un peu comme une fracture de fatigue, en fait. Hein. Il y a des fractures de fatigue, il y a plein d'athlètes qui en ont, mais il y en a plein d'athlètes qui s'en sortent aussi, donc, et sur lesquels ça ne revient jamais, quoi. Et du coup, j'ai essayé j'ai pris tout le spectre possible de soins à mettre en place. Ok. Et je pense que j'en ai pas loupé un. Je suis même allé voir un dentiste posturologue qui m'a mis une cale dans la bouche, tu vois. Ouais. Alors j'y croyais pas forcément, mais je me suis dit, bon, sait-on jamais, il y a des personnes qui m'ont dit que ça les avait aidés. Et vu que moi, j'ai un antécédent, du coup, je t'avais dit qu'en BMX, j'avais eu une vilaine fracture, mais je m'étais cassé toute la partie inférieure de la face, en fait. Okay. Avec la mâchoire, les mandibules, les dents, enfin un beau chantier. Du coup, je me dis, qui sait, ça a sûrement eu un impact derrière, donc autant checker ça. Des ostéos, je pourrais tous les citer, mais paradoxalement, c'est le truc auquel je croyais moins, qui m'a le plus aidé, c'est quand j'ai commencé à faire du yoga. Ok. Parce que, en fait, l'air de rien, le yoga, c'est une discipline où tu travailles ta mobilité tout le long. Et dans mon cas, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur l'ouverture de hanche, alors que je partais de très loin, je pouvais pas me mettre en tailleur, par exemple. Ouais. Je peux pas non plus. Ça commence à m'inquiéter. Attention. Et à partir du moment où j'ai commencé à le faire, en fait, c'est marrant, mais le gain il était immédiat. J'arrivais, j'avais des tensions dans le dos, je repartais de la séance après 1h30 à bosser dans l'inconfort. Ouais. Parce que le mot confort n'existe pas, moi, quand je travaille en mobilité. Il y a pas mal de gens qui sont naturellement plus souples et je les vois faire et je me dis, je les envie en fait. Ouais. Parce que je sais qu'ils ont jamais le genre de pathologie que j'ai pu avoir. Mais d'un autre côté, ma raideur, elle a des avantages. Avantages en course à pied, c'est certain. À vélo aussi, je pense. Surtout en position de chrono où on est très fermé. Et d'avoir des ischios raides et forts, en fait, ça permet de tirer sûrement plus facilement. Et voilà, en fait, du coup, moi, j'essaie de travailler maintenant, d'avoir vraiment un équilibre en fait entre ma mobilité, même si les gains ils sont minimes, mais ils sont toujours là, et garder cette raideur qui en course à pied m'aide beaucoup. Ouais, c'est sûr que c'est un équilibre qui est dur à trouver. Typiquement, hier, j'ai échangé avec Clément Mignon qui venait lui de la natation. Du coup, il avait pas de raideur et au final, il se rend compte que quand il devient raide, il arrive à courir, il arrive plus à nager. Donc on voit que c'est quand même un sport qui est complémentaire, mais d'en arriver là, c'est sûr qu'il faut trouver des solutions. Et justement, mentalement, physiquement, tu te mobilises, ça on le voit bien, et tu arrives à te relever quand, et est-ce que tu décides de mettre un
un dossard assez vite, ou alors tu te dis non, je vais encore laisser une saison blanche et on verra pour mettre un dossard en 2022, 2023, comment ça se passe pour toi? Ouais, non, moi dans ma tête c'était pas possible que je refasse une saison comme celle du Covid où au final je me souviens même d'ailleurs l'année du Covid on avait pu courir en septembre et j'avais fait 2 DNF parce que j'avais déjà des soucis tu vois le dos ça commençait déjà à tirer tu vois c'était à l'annonciateur j'avais eu des pépins à droite à gauche et je pense que c'est beaucoup dû à cette phase aussi de confinement où je me suis un peu entraîné un peu n'importe comment parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire autrement et je pense qu'en fait c'est vraiment une spirale qui s'est mise en place à partir de là et qui a fait qu'après je me suis blessé au dos. Enfin bref, dans ma tête c'était pas possible que je recours pas. J'avais essayé de presser un peu les choses, je me souviens je m'étais rentraîné 2 semaines en avril en y allant progressivement et 2 semaines et j'ai repris le Titi au bout de 2 semaines. Je suis allé faire une petite séance, enfin c'est même pas une séance, j'ai roulé dessus, j'ai fait 2 bosses un peu plus rapidement et je suis rentré chez moi, je pouvais plus bouger. Ah ouais. Alors que ça faisait déjà 3 bons mois que je traînais le truc et que j'avais l'impression que c'était derrière moi. Et bon, c'était revenu, c'était moins intense, mais c'était quand même revenu, donc ça n'avait pas à m'inquiéter. Donc à partir de là, ça faisait un deuxième coup derrière la tête qui était un peu dur. Donc là, je crois que j'ai fait 1 mois sans vraiment rien faire, vraiment rien. Et je suis allé faire une infiltration que je recommande pas forcément, mais moi dans mon cas ça m'a aidé sûrement à passer un cap comme disait le corps médical. Et du coup à la suite de l'infiltration on refait je crois que c'est une dizaine de jours qui est préconisé de repos, donc du coup j'ai rien dû refaire pendant 6 semaines, quelque chose comme ça. Et en reprenant cette fois-ci je me suis pas focalisé sur l'entraînement, je me suis focalisé sur ce que je pouvais faire pour que ça ne revienne pas vraiment, et c'est là que j'ai mis en place le yoga, c'est là que j'ai mis en place du renfort spécifique, c'est là que j'ai en fait repris du plaisir à faire de l'activité physique sans me dire performance, alors que c'est ce qui me drive beaucoup au quotidien. Mais à cette époque-là, j'étais sur autre chose et je pense que ça m'a fait du bien aussi, ça m'a permis de souffler quelque part, peut-être mentalement, ou en tout cas me forcer à me remettre en question et à essayer de changer les choses qui n'allaient peut-être pas. Et tu sais, sur le moment, tu t'en rends jamais compte, c'est en prenant du recul que tu le vois. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, tu vas essayer de te rentraîner. Donc, je suis allé passer quelques temps chez moi à Royan et je me suis entraîné vraiment au plaisir, sans suite de planification. Et vraiment à l'écoute de mon corps. Est-ce que ça tire un peu? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que si je fais ça, ça va? Est-ce que si je fais ça comme ça va moins bien? Et du coup, j'ai dû faire 2 semaines comme ça. Et là, tous les voyants étaient ouverts à chaque fois. Vraiment, j'ai pris un plaisir dingue. Même à retourner chez soi, tu sais, il y a toujours ce petit truc qui fait que tu t'y sens bien. Et là, je me suis dit, il y a Aix en Provence, le 70.3, mi-septembre, c'est la dernière épreuve Ironman en France. T'as pris ta licence pro, elle coûte cher. Va courir, Arthur. Déconne pas. Et donc, j'avais cet objectif, on était fin juin, début juillet. Donc, il me restait pas grand-chose, mais il me restait tout l'été pour être prêt. Et du coup, j'ai fait quelque chose que je m'étais toujours dit que je tenterais, c'est je suis allé partir à Font-Romeu faire un stage en altitude et je suis resté tout le mois d'août là-bas. Et voilà, j'ai eu pas mal de choses. Il y a peut-être le destin qui s'occupait de moi, mais il y avait Sam Ledlow qui était en même temps que moi à Font-Romeu à ce moment-là. Et du coup, à la base, moi j'arrivais avec ma petite planif et je me disais, bon, je vais faire mes petits trucs. Vraiment, je dois être un des seuls gars qui a monté à Font-Romeu tout seul, mais j'ai fait ça. Je voulais essayer. J'y croyais, il y avait quelque chose qui me disait tu fais ça, tu seras bien à Aix. Et du coup, j'ai passé tout le mois d'août à m'entraîner avec Richard Ledlow et Sam. Et en fait, je me suis beaucoup plu dans ce qu'on faisait à l'entraînement. Et surtout, ça a fonctionné de dingue avec moi parce que j'ai concrètement pas fait d'hiver. J'ai fait 1 mois d'entraînement pour arriver physiquement un peu apte à m'entraîner correctement en août. Et en 4 semaines à m'entraîner avec Sam et Richard, j'ai retrouvé un niveau, j'ai retrouvé mon niveau en fait. Concrètement mon niveau d'avant blessure. Et du coup je suis redescendu de Font-Romeu, je me suis bien reposé. Et puis j'ai remporté ma première course professionnelle à Aix cette année-là, en faisant une bonne course. Même aujourd'hui, avec le niveau que j'ai maintenant, les chiffres que j'ai fait à cette époque-là, tu vois, c'était vraiment pas ridicule, quoi. Et voilà, c'était déjà
J'avais réussi ma saison, c'est bête à dire, mais tu remportes une course, Ouais. c'est une saison réussie en fait. Et c'est arrivé un peu tard, mais du coup, ça m'a reboosté pour repartir fort à m'entraîner cet hiver qui suivait Aix, parce qu'on était déjà en fin de saison en fait. Ah ouais. Ouais, c'est sûr que ça avait été décalé justement avec le Covid, etc. Donc on voit qu'il y a quand même une très belle évolution, une grosse blessure on peut dire, et quand même tu as réussi à faire face, mais on le ressent dans tous tes mots, il y a quand même eu une grosse remise en question, tu as été voir beaucoup de spécialistes, etc. Donc ça c'est un peu une leçon que je retire personnellement. Et puis là, on voit quand même qu'on va faire un petit focus là-dessus, mais tu as fait quand même un super résultat sur l'Ironman de Lanzarote il y a quelques semaines. Déjà, pour nos auditeurs, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu les chronos que tu as pu faire, que ce soit natation, vélo et course à pied? Ouais, alors du coup, on a nagé en mer à Lanza, j'ai nagé en 49 minutes, quelque chose comme ça. Je suis sorti dans le groupe principal en fait. Il y a Sam qui avait joué les Troublions à partir un peu tout seul avec Nick Eldorn, vainqueur de l'Ambraman la saison passée. Ouais. Et après, nous on s'est retrouvés, 5-6 gars ensemble dans le groupe principal. Et après, à vélo, j'ai mis 4h47 sur un parcours, le parcours le plus redoutable que j'ai jamais eu en Ironman parce que il est long. Ouais, c'est un Ironman. Merci Arthur. Voilà, je vais arrêter là. Franchement, il est long. Non, en fait, il est long, mais par long, je veux dire lent parce que c'est, Ouais. je pense, le parcours Ironman label qui est le plus lent de tous pour les pros ou les groupes d'âge parce qu'il est très vallonné, très, très venteux. Ouais. Et surtout, on est ailleurs. Hein. C'est une île volcanique. Je sais pas si beaucoup d'auditeurs ont l'occasion d'être allés là-bas, mais c'est un peu un décor de film à la Mad Max, tu Ouais. vois, ou alors on est un peu sur Tatooine par moment. Enfin, pour le coup, Tatooine, ils sont beaucoup dans le sable, mais allez, on va dire le système d'Agogo pour les plus acharnés de Star Wars. Mais c'est autre chose en fait, et mentalement, ça peut être compliqué parce que forcément, il y a le vent. Ouais. Ça, c'était la petite cerise cherry on the cake. qui use en fait. Tout le monde est familier avec ce truc on rentre après 4 heures dans le vent, on a la tête, qui est complètement qui bourdonne encore quoi. Et bon, là-bas le vent, même si ce jour-là on en a eu un peu moins que ce que j'avais pu expérimenter, ça reste Lanza et ça reste beaucoup de vent quoi. N'importe où on dirait ça a soufflé de dingue. Et ouais. Et après non, je fais un super marathon. En 2,39 et 20 secondes, Okay. avec une distance officielle de 42,2. Ok. Donc vraiment content de valider un vrai chrono sous les 2,40 sur Ironman. Ça c'était, je m'en savais capable parce que je m'entraîne pour ça. Ouais. Mais de le valider surtout après un vélo qui est peut-être 45 minutes plus lent que sur un Ironman habituel, ça prouve que c'est une force vraiment pour moi et qu'il faut pas que j'ai peur de m'en servir à l'avenir. Ok, bon, en tout cas, personnellement, je tenais à te féliciter pour ce très beau chrono et cette victoire. Et je me demande justement, parce que derrière cette victoire, il y a beaucoup de choses qui peuvent se cacher, l'entraînement, la partie mentale, etc. Et toi, quand tu arrives sur cette course, comment tu l'abordes physiquement et mentalement? Est-ce que déjà physiquement, tu te dis, c'est bon, j'ai validé un bloc et surtout, tu as eu une nouvelle technique de coaching? Est-ce que tu es vraiment confiant là-dessus et du coup mentalement ça a un impact ou t'arrives, t'as des doutes, tu montes sur ton vélo, ça va pas? Comment ça se passe pour toi? Ouais, non, comme tu dis, j'ai changé de coaching, ça fait 1 an maintenant, mais ça fait depuis le début de l'année que je suis allé m'installer avec Sam et Richard pour qu'on s'entraîne ensemble au quotidien. Et ça, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé parce que il y a des moments où suivre une planif qui est dure comme ça et rigoureuse, quand tu es tout seul à le faire, franchement c'est compliqué. Alors que là, quand tu as du monde autour de toi, dans les moments durs, en fait, tu vas aller chercher le petit truc en plus qui fait que tu vas passer la séance. Et ça, j'ai plus ou moins réussi à le faire tout l'hiver. Donc mentalement, j'arrivais en fait sûr de moi, en fait, sûr de ma force, parce que concrètement, enfin, je sais que ce que je fais, c'est le mieux. Ouais. En tout cas, c'est le mieux pour moi. Et ça m'a permis d'arriver vraiment, vraiment plus serein en fait sur une épreuve comme Lanza en fait. En tout cas, cette partie-là, pour moi, il n'y avait pas de doute sur le fait que j'allais être capable de performer, même si j'étais dans un jour moyen.
Ok, mais t'avais fait une course avant pour valider un petit peu tout ça, ou vraiment tu sortais d'un bloc d'entraînement et let's go, c'est the objectif, je Non. veux atteindre mon pic de forme et c'est parti Ouais, quoi. si, on avait quand même fait une course. Avec Sam, on était allé à Grande Canaria. Ok, Et c'était un half super relevé. Enfin, genre, un truc de dingue. À Grande Canaria, ils n'avaient jamais vu ça. On était, je crois, quasiment 40 pros, même plus. Peut-être même plus, je crois, 40, ouais, c'était énorme. 48 garçons, Ouais. un truc comme ça. Avec des noms. Il y avait pas enfin, je ne vais pas les citer, mais il y avait des artistes de folie, quoi. Et moi, je fais une super course. Je fais que 7ème, mais je fais une super course personnellement. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, je foire complètement manade, donc je sors à 2 minutes du groupe de tête. Et le problème, c'est que sur Alf, 2 minutes, avec et là je mets des guillemets, les dynamiques de course, eh ben, en fait, on est un peu foutu. C'est-à-dire que si t'es pas à l'avant de la course en sortant, que t'es pas dans un groupe, même si il y a des athlètes qui heureusement respectent le drafting, et on revient difficilement, quoi. Ouais. Et surtout quand il y a des courses comme ça où les circuits sont un peu sinueux, où il y a beaucoup de motos ouvreuses qui peuvent un peu protéger les leaders. En fait, nous on se retrouve derrière complètement esselés, et on peut mettre peut-être 100 watts de plus que les gars devant, on ne reviendra pas, c'est assuré. C'est pas ce qui s'est forcément passé là-bas. Là-bas, il y avait Sam qui roulait fort devant avec Mathis Margerier, par exemple. Et ils ont mieux roulé que moi, et ils ont mis plus de watts. Mais moi, je fais un super vélo, c'est-à-dire que je suis qu'à 2 minutes de ces gars-là qui ont des références de fou. Je reviens sur le groupe de Patrick Langueux, enfin, je reviens sur le groupe de tête, entre guillemets, juste avant de poser le vélo. Ouais. Et je pars à pied, et je suis super bien, même. Enfin, je sais pas, c'était 4 boucles à pied, je dois faire la première boucle à 18 à l'heure, et je sentais que j'étais en contrôle. Donc je me savais en forme, en fait. Là, il y avait pas grand chose qui pouvait m'arrêter. Jusqu'au point de côté, j'ai fait un point de côté au diaphragme. Après, j'ai perdu 20-25 secondes au kilo pendant la moitié de la course. Et là, bon, c'était beaucoup moins rigolo finalement d'être là. Et j'ai sauvé une 7ème place. Ok. Voilà, ce qui est un bon résultat, parce que ça reste un chrono. Je crois que je suis en 1:9:30 et il doit manquer 500 mètres, donc ça reste un chrono qui est décent, quoi. Et du coup, je me savais en forme à 2 semaines de Lanza. Ok. Il fallait juste réussir à le passer sur full après, et ça a été chose plutôt bien faite. Ouais. Et ce marathon, justement, sur Lanzarote, comment tu l'abordes? Tu poses, t'as les jambes et tu fais ta première boucle à 18 de moyenne, ou alors tu pars, t'as les jambes vraiment tendues, t'es dans quel état d'esprit? Parce que là, t'es pas en première position quand tu pars à pied. Quelle est ta stratégie? Rester en gestion? Aller chercher le pack de devant? Qu'est-ce que tu te dis en partant à cette T2? Pas mal de choses, parce que le parcours vélo est très dur, très usant. J'ai pas vraiment géré le vélo. Moi, j'ai fait la course pour faire le meilleur résultat possible, en fait. Et du coup, ça a impliqué de mettre beaucoup de watts à vélo. Donc, à vélo, j'explose mes records de puissance moyenne et normalisée, d'ailleurs. Ok. Parce que le parcours est très vallonné, du coup, ça peut faire des belles normalisées. Et du coup, je me dis, bon, dans tous les cas, t'as déjà réussi ta course, t'as déjà validé un bon truc à vélo. Et ça, sur Ironman, j'avais jamais réussi à le passer. Par exemple, l'année dernière à Nice, je fais un vélo, selon moi, qui est catastrophique. Et d'ailleurs, je perds beaucoup de temps sur la tête, et j'ai des chiffres vraiment tout pourris. Mais là, je valide vraiment l'hiver, et déjà, je suis satisfait de ça, parce que j'avais peur de. Ah, tu sais, tant que tu l'as pas fait, t'as toujours peur de pas être capable de le faire. C'est aussi bête que ça, quoi. Ouais. Et du coup, après, j'avais un plan très établi, en fait, qu'on avait mis en place avec mon coach. Et je m'étais dit, bon, de toute façon, maintenant tu suis le plan, et tu vois. Hein. Ouais. De toute façon, tant que tu suis. En fait, avoir un plan, moi, dans mon cas de course, à chaque fois, ça me met dans un confort. Ok. Où je m'enlève toute question de la tête. Je suis un peu dans un tunnel, tu vois. Ouais. Où tous les trucs qui peuvent venir perturber mon champ de vision, tu vois, ils ricochent direct, ils s'en vont. Et du coup, je suis le plan. Et étonnamment, en posant le vélo, sachant qu'à Lanza, la T2 a fait, je sais pas, 600-700 mètres, peut-être même plus. Du coup, on pose le vélo, on court pieds nus jusqu'au sac. Et là, je m'attendais à quasiment pas pouvoir courir, parce que forcément, gros vélo, il commençait à faire chaud, tout ça. Et là, je me sens étonnamment bien, tu vois.
Donc tu vois, dans la tête, ça aide quand même. Et du coup, j'arrive à T2, j'arrive au sac, je fais ma transition, je prends mon temps parce que on est sur Ironman, donc je préférais perdre 30 secondes là et être à l'aise en partant que d'en gagner 30 et de faire un marathon moins confortablement. Ok. Et du coup, je pars, je mets ma montre, clac, et je regarde pas l'allure. Ça c'est ma petite routine sur Ironman, je me fie pas à l'allure, je me fie plus au pulse personnellement, ou alors tout sur le facteur, parce que l'allure ça peut trop rien dire selon moi. Il y en a par exemple qui mettent les petits pods avec les watts, et je pense que c'est un truc qui est pas mal aussi, parce que c'est pas dépendant du parcours, et surtout mentalement, ça enlève un truc de se dire je suis pas en train de courir à 3,40 là, qu'est-ce qui se passe alors que en fait t'es en montée, ou il y a du vent de face, ou alors un marathon c'est long et t'es juste un peu rouillé, ça ira mieux après. Et du coup je voulais pas regarder l'allure parce que en fait j'avais l'impression que je courais pas vite. En plus, donc je me disais tu sais quoi, tu regarderas l'allure au demi-tour. Et le demi-tour est à 12 bornes et ça te permettra d'avoir un point sur les écarts, parce que je pose le vélo, je suis 4ème et du coup j'avais pas trop idée des écarts non plus très précis avec tout le monde en fait, et du coup ça m'a permis de faire mon pointage quand je l'ai croisé en fait avant le demi-tour. Et puis du coup je prends ma nutrition je sais pas au 6-7ème kilomètre et je me dis regarde quand même, c'est quoi, regarde l'allure quand même. Ça a dû tourner là depuis 6 km. Je regarde pas, non, regarde pas. Et c'est bien, ça m'a occupé l'esprit pour 6 km. Et ça c'est un truc que je conseille à pas mal de monde qui trouve le tendance sur Ironman, c'est de se forcer à ne pas faire quelque chose. Et ça aide. Autodiscipline. Ouais, exactement. Et du coup je regarde l'allure et je vois que je suis à 3,45 de moyenne depuis le début et j'avais l'impression de courir 4,0. Et du coup là c'est très positif, ce qui se passe dans ma tête, c'est let's go. En fait je me voyais pas courir moins vite parce qu'on avait le vent de face en plus. Et je me dis je commence à faire mes calculs, attends, si tu cours 3,45 ça veut dire que tu passes le 5 kg, et j'arrive à me dire tiens, ça va sûrement se faire passer sous les 2,40, ce qui arrive c'est cool quoi. Mais voilà, je m'arrête là, je remets les pulses, je prends ma petite nutrition, je fais mon pointage au demi-tour. Et je vois que je reviens pas ou pas vraiment en fait par rapport aux écarts qu'on m'a donnés sur le 3ème. Parce que l'objectif c'était quand même d'aller chercher le slot. Sam l'avait, Cameron ne l'avait pas et Nick ne l'avait pas, du coup il y en avait 2. Du coup là je l'avais pas à ce moment de la course. Et du coup au 12ème, je vois que en fait, je demandais l'écart à tout le monde. Si je connaissais quelqu'un sur le bord, je demandais l'écart en fait. Logique, je sais pas si c'est logique ou pas, mais en tout cas j'essayais d'avoir des infos, ou alors je le voyais au loin et je voyais qu'il passait à la poubelle là. Du coup je refaisais un écart, des choses comme ça. Et en fait je voyais que je reprenais pas quoi. Et je me dis putain, mais tu es en train de courir fort pourtant et je reprends rien. Tout le monde doit courir fort. Mais du coup au 12ème je me dis tu sais quoi, vas-y attaque. Au pire tu sautes, au mieux. T'as le vent dans le dos. Ça marche, exactement. Du coup vent dans le dos, donc là je me dis tu regardes pas l'allure, tu regardes que les pulses et t'essayes de rester sous ta zone de pulse qu'il faut quand même pas trop dépasser. Et tu vois ce que ça donne, et en fait de faire ça me fait courir, je sais pas trop, mais ça me fait gagner 10 secondes au kilo en fait pendant 5-6 bornes. Et je reviens sur Nick en du coup 5-6 bornes. Parce que je dois lui reprendre, lui peut-être qu'il craque un petit peu, et moi je reviens, du coup je crois que j'avais à peu près 1 minute 30, et en 5-6 bornes c'est réglé. Du coup je le récupère je sais pas au 17-18ème kilomètre, et je vois que quand je commence à revenir il accélère un peu, du coup quand je passe je remets une petite attaque et ça m'emmène au demi-tour qui est devant la finish line, et là je peux faire le point en fait sur Cameron et Sam, et je vois que en fait je leur ai repris un temps fou. Donc là je commence à me dire dans ma tête battre Sam ça a jamais été envisageable, parce que je m'entraîne avec lui tout l'hiver et il est très honnêtement bien plus fort que moi en natation et à vélo, et je m'étais dit j'avais vu qu'il avait perdu du temps sur Cam à vélo, tu vois, mais j'avais pas plus d'infos. Je me disais tiens c'est bizarre, et je me suis dit tiens peut-être qu'il a été intelligent. Peut-être qu'il a réussi à se manager et il veut faire un gros marathon, mais du coup je le reverrai pas dans tous les cas. Il a posé devant, et même à pied on s'entraîne, finalement on a plus ou moins le même niveau, donc tu vois, tu te dis pas je vais courir plus vite que lui. Et du coup je me dis c'est bon, on va chercher Cam maintenant quoi. Parce que Cam, je pense que sur ce 12 bornes du coup qui nous est revenir à la start line, j'ai dû reprendre 5 minutes, quelque chose comme ça.
il était un peu en perdition et moi j'ai bien accéléré. Et puis là, en fait, ce passage dans l'île, il est dingue parce qu'il y a plein de spectateurs et pendant 2 fois 1 kilomètre, parce que tu fais le demi-tour, Ouais. tu t'entends pas respirer vraiment, Ok. c'est top. C'est là que le parcours est le plus dur, c'est là où il y a des bosses et tout, c'est vallonné. Mais c'était vraiment top. Et moi, je suis pas mal émotif quand je cours, du coup, je me laisse un peu driver. Donc là, pour le coup, pendant 2 km, j'ai pu regarder les pouces, c'était rien. Et j'ai analysé après coup. Et j'ai couru vraiment trop vite à ce moment-là. Ok. Et du coup, je t'avais parlé d'un petit point de côté. Iron Canaria, Il a revenu. je m'étais dit, aux allures d'Iron, il ne devrait pas revenir parce que vraiment, il me gêne quand je cours trop vite, trop longtemps en fait. Et c'est pas vraiment un point de côté d'ailleurs, c'est plus une crampe du diaphragme. Mais normalement, j'ai trouvé la solution. Ah non, personne n'écoutera avant Nice, mais j'espère que ça reviendra pas dimanche sur la course. Ouais. Et du coup, je reviens sur Cameron et là je croise Sam sur le côté de la route qui a mis les clignotants et je vois son tempo que ça va être compliqué. Il était à la fois tout blanc et tout rouge, je peux pas l'expliquer, mais il était tout rouge parce qu'il faisait une chaleur folle et on était sous le soleil depuis Ouais. 7h le matin, et tout blanc parce qu'il était en hypo en fait, hein. Ouais. Et du coup coup dur pour lui. Mais moi je suis dans ma course, tu vois, genre je continue quand même et je lui propose de prendre un de mes gels parce que je me dis bah tiens, il est en train de faire une hypo, même si bon en général vu tous les ravitaux qu'on a sur Iron, Ouais. si t'en arrives là c'est pas que t'as loupé un gel, c'est que les gels ils passent plus quoi. Et du coup à peine le temps de discuter que je repars chercher Cam, hein. Vraiment dans ma tête il y avait plus que ça à faire quoi. Et je le récupère 1 kilomètre plus bas au ravito. D'ailleurs, désolé Cam, je sais que tu vas pas écouter ce podcast parce qu'il est en français, mais il a dû ralentir aussi pour prendre les gobelets au ravito. Moi, j'ai vu qu'il me prenait, entre guillemets, l'occasion de prendre des gobelets, j'en ai pas pris. Ok. Et je pense qu'il était à 10 km/h et j'ai dû passer à 17, quelque chose comme ça. Et du coup, désolé Cam pour ça, parce que j'aurais pas aimé qu'on me le fasse. Mais et voilà, du coup, à partir de là, j'étais en tête, donc on était au kilomètre 22, 23, tu vois, il restait un long chemin à faire. Ouais. Il restait un long chemin à faire et j'avais déjà fait un peu le fou à vraiment accélérer le rythme au 12e. Et j'avais ce point de côté à gérer. Et je voulais pas le montrer parce qu'on était filmé, et il y avait retransmission en direct sur l'écran géant là-bas. Ouais. Et je me dis si je le montre, et qu'on leur. Enfin, tu vois, je voulais donner de l'espoir à personne, je voulais Ok. vraiment rester paraître solide jusqu'à la fin pour que, même si je craque, ils aient pas idée que vu comment je les ai doublés, ils puissent revenir. Mais je suis forcé de ralentir l'allure. Je loupe un passage de gel. Par exemple, je loupe un gel à un moment et sur Ironman c'est dingue, mais tu loupes enfin, moi je suis vraiment cadré tu sais, dans les Ouais. temps. Je sais que toutes les temps de minutes, il faut que j'assimile quelque chose. Et là j'ai loupé et ça m'a rattrapé. Genre 5 minutes après, je commence à avoir les symptômes de l'hypo. Là je me fais oh. Du coup, je commençais à avoir un peu de trouble. L'allure, je l'avais ralenti très nettement, hein. Ouais. Je courais quasiment à 4-0 et j'avais du coup le diaphragme, et du coup je me force à prendre le gel. Je me dis bon, de toute façon, au pire tu respires pas, mais tu respires mal, mais t'as assez d'énergie pour finir. Vaut mieux ça que de faire comme Sam quoi. Ouais. Malheureusement pour lui. Et du coup je prends mon gel vraiment doucement, et puis vraiment, enfin c'est rigolo à quel point c'est automatique, comme quoi ça allait mieux direct. Et puis après, en fait le truc c'est qu'on avait toujours ces fameux demi-tours pour voir la différence. Et là je vois Nick qui a repris Cameron, et c'est marrant parce qu'il devait être à 2-3 minutes. Mais sur Ironman, c'est rigolo, mais 2-3 minutes, t'as l'impression qu'il est derrière toi. C'est Ouais. ce truc quand tu vois. Du coup, en fait, à partir de là, quand je le recroise à l'entame de la dernière boucle, du coup, il restait 10 bornes. Et moi, j'avais déjà bien ralenti l'allure, du coup, il m'avait repris du temps. Donc, je pense qu'il s'en rendait compte, et lui aussi, il poussait parce que forcément, il voulait la victoire. À partir de ce moment-là, je me dis, bon, t'as un 10 km chrono, tu le fais aussi vite que tu peux, en fait. Et alors qu'en temps normal, ça se trouve, je l'aurais peut-être un peu plus géré, tu vois. Ouais. Parce que j'avais déjà eu des signes annonciateurs de pousse peut-être pas autant que tu es en train de le faire, ça passera pas aujourd'hui. Mais si tu finis tranquille, tu peux gérer, tu vois. Si tu gagnes avec 30 secondes, c'est bien. Ouais. Mais comme je te dis, j'avais l'impression qu'il était à mon cul. Et du coup, j'ai fait un bon dernier 10 kills, le point de côté est passé, j'ai pu reprendre mes gels. Et voilà, je suis arrivé sur la finish line en 8h22. Et on m'annonce à ce moment-là que j'ai battu le record d'épreuve de 8 minutes, alors que je n'avais pas la moindre idée. Donc ça m'a fait plaisir, ça m'a fait sourire.
Et puis j'avais pas non plus idée de mon chrono parce que bah, t'as tellement d'émotions, tu sais, Ouais. sur une finish line comme ça. Et comme je te dis, c'était blindé de monde, c'était vraiment dingue. Que j'ai juste pris le soin de mettre sur pause mon activité et passer la finish line. Et après, j'ai pas regardé parce que j'ai fait un petit malaise. En fait, le dessus du diaphragme, ça m'a fait hyper ventiler. Ok. Parce que c'est jamais vraiment passé, je pouvais pas vraiment la baisser comme il fallait. Du coup, je respirais par exemple avec, je sais pas, 50% de la capacité du diaphragme. Et du coup, pulmonaire, bah, du coup, j'étais en hyperventilation. Ok. Et du coup, j'ai fait un truc, un genre de. Enfin, apparemment, ça arrive. Apparemment, le médecin, il avait l'air de très bien savoir ce qui m'arrivait. J'ai obligé de m'allonger, c'était super bizarre. J'avais des fourmis dans les pieds, dans les jambes, dans les mains. Ouais, trop bizarre. Et du coup, j'arrivais pas à calmer ma respiration. Parce que j'étais encore. J'étais trop gêné en fait par ce problème. Et en fait, il m'a juste dit de me calmer. Et tu vois, en 10 minutes, à vraiment prendre le temps de relâcher ce diaphragme qui crampait. C'est passé, et puis après, on avait pu aller faire la cérémonie. Mais pour l'anecdote, le deuxième du coup, Nick, qui finit finalement super proche de moi, il finit entre 2 et 3 minutes, je sais plus exactement, mais qui fait une performance de dingue aussi. Il a aussi fait un petit malaise, du coup, désolé encore Cam. Je sais qu'on t'a fait attendre pour le podium, mais c'était pas volontaire. Trop fort. Non, mais on voit que c'est un réel défi physique, mais là, tu nous as vraiment fait rentrer dans les coulisses, j'ai envie de dire, de ce marathon. Mais on voit que personnellement, contre toi, c'est un gros combat mental. Et on voit que malgré tout, d'être premier, ça a son impact. Et bah, du coup, tu veux cacher des choses, tu fais en sorte que tu arrives quand même à respirer, etc. Alors que peut-être que dans d'autres situations, tu l'aurais pas fait et tu n'aurais pas autant performé, en tout cas personnellement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu le bluff entre vous. On s'en doute d'un point de vue extérieur, mais voilà, le coup du ravito, le coup de j'accélère dès que j'arrive à côté de lui. Et toi, mentalement, en fait, ça te rassure, lui, ça le détruit un petit peu. Je pense que chaque athlète a ce jeu-là et c'est assez intéressant de voir le résultat final et tout l'impact que ça peut avoir. Donc, bravo à toi et merci pour ce beau partage. On va passer à la petite FAQ pour finir ce podcast. La première question, c'est une question de Louise par rapport à justement cet Ironman que tu as gagné. Elle se demande, parce qu'elle a quand même suivi, je pense, un petit peu les réseaux sociaux, quelle est cette histoire de slot? Est-ce que tu l'as eu ou pas? Et pourquoi tu l'aurais pas eu si tu l'as pas? Alors, quelle est cette histoire de slot? Alors ouais, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup plus que ce que je voulais, hein, vraiment, très honnêtement. En fait, à Lanzarote, il y a une slot cérémonie, award ceremony, le lendemain de la course au Club La Santa, c'est co-organisé par le Club La Santa, qui se trouve à l'autre bout de l'île complètement. Et j'ai pas pris le truc à la légère, tu vois, pour autant, je suis parti à l'heure, tout ça. On a loupé une sortie sur le chemin, et en fait, on a perdu 5 minutes. On a loupé une sortie, ça nous a fait prendre un peu de trafic, en fait, parce qu'il y avait une fête organisée dans un des villages, un truc comme ça. Du coup, je suis arrivé au Club La Santa, tu vois, pile poil à l'heure, Ok. à 11h30. Sauf que, du coup, en fait, il fallait traverser tout le Club La Santa, qui est super grand. Et du coup, le temps de marcher jusqu'à là-bas, j'ai dû arriver, apparemment, on m'a dit, genre, peut-être même pas 5 minutes, en fait, après qu'on slot ait été well done, Ok. jusqu'au 6ème. Parce que, du coup, aucun autre pro avant le 6ème n'était présent, parce que moi, j'ai clairement affiché mon intention d'aller à Nice. Je l'ai dit sur le podium, je l'ai dit sur mes réseaux directement après la course. Et dans ma tête, j'avais jamais envisagé un scénario comme ça. Parce que le pire, c'est que j'avais même pas l'impression d'être en retard, parce que à chaque fois, tu vois, que ce soit le briefing pro ou Ouais, la 5 conférence de minutes, presse, ça démarre jamais vraiment à l'heure. Donc, et puis même dans le pire des cas, je me disais, bon, ils vont m'attendre, tu vois, genre, ils vont passer à une autre catégorie, ils vont y revenir. Tu sais quoi, même pas, ça m'a effleuré l'esprit. Ok. Et du coup, j'arrive et là, c'est l'incompréhension complète. Je vois la table où il y a écrit Pro Slot Allocation et je vais m'asseoir, tu vois. Et je vois qu'il y avait un autre gars assis et je fais, tiens, c'est bizarre, il y avait que 2 slots. Et le gars, je le reconnaissais même pas. Et là, on commence à me dire que ça a été roll down. Donc, je commence à leur expliquer que moi, ça me convient pas, Ouais. que je veux mon slot, que je l'ai dit, que je suis là pour ça, que je suis arrivé 5 minutes en retard, qu'est-ce que c'est 5 minutes, enfin. Ouais. Et du coup, ils me disent que malheureusement, alors qu'à ce moment-là, en fait, celui qui a pris mon slot, il était prêt à me le rendre. Ils m'ont dit que malheureusement, il y a un système, il y a une procédure, il faut que je fasse recours. Ce que je fais immédiatement, je contacte Ironman,
qui me répond alors qu'on était dimanche dans l'heure, et en me disant bah, Arthur, pas de stress, parce que j'étais stressé par message forcément. Enfin, tu sais, je suis passé d'une émotion très forte changement d'état quoi. à ça, et du coup, tu sais, j'étais sonné en fait, très concrètement, et on me dit de pas stresser, que aussi vite qu'ils ont la confirmation que le 6e il rend le slot, enfin il veut bien me le rendre entre guillemets, c'est bon, il est à moi. Okay. Et du coup à ce moment-là je me dis c'est bon, c'est réglé en fait. Et au final ça s'est pas fait comme ça. Alors j'ai pas le fin mot de l'histoire. Est-ce que c'est parce que du coup Oliver Martinsen n'a pas voulu finalement me rendre le slot, ou est-ce que c'est Ironman qui s'est empressé de me dire ça alors qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire? Ouais. En fait j'ai eu toutes les versions. Ok. C'était une période un peu compliquée parce que pendant 2 semaines je me suis battu entre guillemets pour ce slot avec Ironman. J'ai eu la chance d'avoir l'association triathlon que tu connais bien, avec qui t'as pu venir avec nous quand on était en stage à Monaco, qui m'a épaulé dans la situation pour tout le côté procédurier, tu vois. Ouais. Et du coup ça m'a quand même enlevé pas mal de charge mentale, mais dans ma tête je me disais bon ben on va faire comme si tu l'avais pas. Ouais. C'était une incompréhension complète. J'étais vraiment pas. C'était pas normal pour moi de réagir comme ça, mais du coup je me suis directement remis Nice en tête et je suis allé m'entraîner. Je sais pas, on est rentré la course c'était le dimanche, on est rentré le mardi, le mercredi j'étais en entraînement comme si il s'était rien passé et qu'il fallait repartir pour reprendre un slot à Nice. Et voilà, me voilà à Nice après pas mal de discussions avec Ironman. Eux ils souhaitent que je le récupère de manière normale et officielle. Donc c'est ce que j'ai tenté de faire dimanche. Ok, bon écoute, merci pour ce partage et cette compréhension que du coup Louise va pouvoir avoir, et aussi les auditeurs qui ont suivi un petit peu cette histoire. Donc merci à toi. Et du coup on va finir par les 2 questions du podcast. La première c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon? Eh ben du coup il est assez récent. Non, c'est clairement la victoire à Lanzarote, parce que je m'y attendais pas. Enfin, c'est vraiment rigolo, mais vu que j'avais encore jamais performé vraiment à mon niveau, ou en tout cas à mon potentiel sur Ironman, je me voyais pas le faire si tôt, alors que finalement c'est jamais que mon 2e Ironman terminé. Ouais. Parce que j'ai fait Nice l'an dernier, je fais un podium, alors que je fais pour moi une course qui est pas géniale, et là dans ma tête je me disais il va y avoir des étapes avant en fait, hein. Ouais. Tu vas pas gagner, et puis la Starkey faisait que tu te disais pas oh celle-ci tiens je vais la claquer. Et d'ailleurs tu te dis jamais ça sur Ironman, c'est tellement long, il se passe tellement de choses que c'est pas possible quoi. Et du coup ouais vraiment Lanza, parce que c'est marrant, mais l'émotion qui m'a submergé à 500 mètres de la ligne d'arrivée, elle était tellement forte que j'arrivais pas à la gérer, tu vois. Ok. Je savais pas s'il fallait que je crie de joie, que je pleure, que... Tu sais, j'étais là, je fais what the fuck, comme ils disent en anglais, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe, quoi. Et c'est quelque chose de vivre ça, c'est super fort, en fait, c'est plus fort que tout le reste, quoi. Du coup, non, c'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment la victoire à Lanza. Ok, au top. Et justement, pour faire de tels résultats et de vivre de tels moments, je pense que tu dois passer des entraînements difficiles, et sur ces entraînements difficiles, qu'est-ce que tu te dis justement pour valider cette séance? Alors en fait, je pense que en fait c'est tout un process. Le fait de valider chaque séance fait que ça me donne un peu plus confiance en moi. Ok. Et ça me permet après d'arriver en compétition avec tu vois, un petit supplément d'âme en plus, parce que tu sais que tu as tout validé en fait. Du coup, quand c'est vraiment difficile à l'entraînement, j'essaie de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer. Par exemple, des fois c'est la fin de séance qui est compliquée. Elle est compliquée pour tout le monde, cette fin de séance en fait. Ouais. Et je me souviens d'un truc que Froneno dit, et d'ailleurs j'y repense souvent, ça devient jamais plus facile, tu vas juste plus vite. Ok. Et du coup, en fait, cet état, c'est un truc auquel tout le monde est confronté, quoi. Ouais. Que ce soit Frodo ou je sais pas, même un Pogacar, tu vois, qui gagne les Tours de France, il passe par les mêmes états, et tu te dis il a l'air d'y arriver, pourquoi j'y arriverai pas, quoi. Ouais. Donc ouais, moi c'est vraiment prendre du recul sur la situation, me dire à quel point 10 minutes dans une vie c'est ridicule. Ouais. Je peux bien les serrer 10 minutes de plus les dents, ça va tenir, quoi. Belle vision. En tout cas, merci pour ce partage, merci pour ce beau moment. J'espère qu'on se recroisera très vite, et à très bientôt. À très bientôt, ouais, merci. Allez, merci à toi. Ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao.